بيورن دالستروم ازول فلاك ثانمير ثم قرانتيمي تقبل هذا تمسلي ضيفنا غف سفاني ثاقي غوساناكي لا فونداسيون بيير بيرجي إيف سان لورون تمسفاني غف فيلاوين في مازيغين ذي الماروك. Björn Dahlström, bonjour. Merci Bonjour. mille fois d'avoir accepté de discuter avec nous de cette manifestation très importante à la Fondation Berger Yves Saint-Laurent autour des femmes berbères du Maroc. Vous êtes le commissaire de cette exposition. Vous êtes par ailleurs, nous allons en parler un peu plus tard, le conservateur du musée Majorel à Marrakech qui est dédié musée berbère, oui. Voilà, à la culture tamazight. Tout à fait. Alors, première question, une question générale, et j'espère que nous aurons l'occasion donc d'entrer plus en détail, de discuter plus en détail de la composition de cette exposition très importante. Pourquoi avoir choisi de travailler sur les femmes timazighéennes, sur les femmes berbères du Maroc? Et pourquoi exclusivement sur les femmes et pas sur l'ensemble des imazighéennes du Maroc? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que les femmes ont assuré depuis des millénaires la transmission de la culture amazighe à travers l'éducation des enfants, la transmission de la langue, puisqu'on parle d'une civilisation où l'oralité est prépondérante, et aussi par la maintenance des savoir-faire, dont certains sont exclusivement féminins, et je pense, et des savoir-faire très importants, je pense en particulier au tissage, à la poterie aussi dans certaines régions du Maroc, mais le tissage en particulier, qui est assuré uniquement par les femmes, la réalisation à la fois des tapis, des robes drapées, des vêtements également pour les hommes, et tous ces objets reçoivent un ensemble de symboles et un vocabulaire décoratif qui est souvent propre à telle ou telle région au Maroc, et donc elles assurent en réalisant ces objets, la permanence de cette culture, la transmission de l'identité berbère amazigh au Maroc et au-delà des frontières du Maroc évidemment, mais il a fallu circonscrire un peu le sujet et on a donc décidé de dédier cette exposition aux femmes berbères. Pourquoi les femmes encore? C'est parce que Yves Saint-Laurent et Pierre Berger sont tombés amoureux du Maroc il y a très longtemps. Ils s'y sont installés en 1966 en achetant une première maison dans la médina de Marrakech, et que Yves Saint-Laurent a été très marqué par les couleurs du Maroc, par ses bijoux berbères qu'il a collectionnés avec Pierre Berger pendant de nombreuses années, et il a dit lui-même qu'il avait appris la couleur au Maroc. Donc tout ça faisait sens, présenter cette exposition sur les berbères, sur les femmes berbères, à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Alors vous avez dit beaucoup de choses, nous allons essayer de découper votre discours et d'en développer certains aspects. Yves Saint-Laurent, donc l'un des plus grands couturiers de l'histoire de la mode, a un lien donc, de créateur avec la culture marocaine en général et la culture tamazight en particulier. Oui, il est lui-même né en Algérie, il est né à Oran, donc au Maghreb. Il a été très marqué par son enfance, il y a vécu jusqu'à l'âge, je crois, de 17-18 ans. Et je pense qu'il a retrouvé cette atmosphère, vraisemblablement cette lumière, quand il est retourné en 1966 avec Pierre Berger à Marrakech. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il est retourné très régulièrement, tous les ans à Marrakech, qu'il a dessiné nombre de ses collections à Marrakech. Et il est très probable que pas simplement l'atmosphère, mais cet environnement culturel berbère, puisqu'à Marrakech on est en terre berbère, l'a profondément marqué, à la fois personnellement et sur son travail également. L'influence, selon vous, elle est à partir des tissus imazighéens, à partir des bijoux, à partir des couleurs? Je pense prioritairement les couleurs, et si je m'en fie à ce que j'ai pu voir, de ce qui a été collectionné, puisque le musée berbère a ouvert à Majorel il y a 2 ans, 3 ans, presque 3 ans. En revanche, il a collectionné avec Pierre Berger des objets berbères depuis le début, et il me semble que c'était prioritairement les bijoux qui l'intéressaient. Il y a d'ailleurs eu une manifestation autour de Yves Saint-Laurent et du Maroc. C'est-à-dire, pardon au musée Majorel. Il y a, à Marrakech, il y a eu une rencontre autour de... Il y a eu une exposition. Il y a eu une exposition. Avant l'ouverture du musée berbère, qui a ouvert en décembre 2011, il y a eu une exposition, puisque le lieu avait été mis aux normes muséographiques. On était tout à fait en mesure de présenter une exposition d'envergure internationale, aux normes ad hoc.
Et juste avant d'ouvrir ce musée berbère, qui est donc une collection permanente, qui est montrée en permanence au public du jardin, Pierre Berger a souhaité que nous programmions une exposition, enfin que la Fondation Jardin Majorelle programme une exposition dédiée à Yves Saint-Laurent et le Maroc. L'exposition s'appelait Une passion marocaine et il était question, à travers une quarantaine de modèles, d'évoquer l'influence du Maroc sur le travail d'Yves Saint-Laurent. Alors, avant de parler plus précisément de l'exposition d'aujourd'hui, qui a lieu jusqu'au mois de juillet 2014, le 20 juillet, oui. Parlons du Jardin Majorelle, qui en réalité est un lieu très important pour de multiples raisons. Déjà, ce jardin, en réalité, donc, était au départ la propriété d'un peintre, d'un artiste très important, Jacques Majorelle. Jacques Majorelle était le fils de Louis Majorelle, lui-même un artiste très important, un ébéniste, on dirait un designer aujourd'hui, originaire de Nancy. Et son fils s'est installé, donc Jacques Majorelle s'est installé dans les années 20 à Marrakech. Il était asthmatique, donc il y est allé d'abord pour des raisons de santé, puisque le climat est très sec à Marrakech. Et il a acheté cette parcelle qui était à l'époque encore dans la palmeraie de Marrakech. La physionomie de la ville a beaucoup changé depuis, puisqu'on est vraiment maintenant dans le quartier du Guéliz, qui est le quartier colonial, la ville moderne. Et il était passionné, il était peintre et passionné aussi de botanique. Il a collectionné un nombre très important d'essences, de plantes qu'il se faisait parvenir du monde entier. Et il a commencé à planter son jardin un peu comme un tableau. C'est le jardin tel qu'on peut le voir. Il a cette physionomie aujourd'hui. Il a été dessiné, on va dire, par cet artiste Jacques Majorelle, qui a construit au sein de ce jardin botanique, a construit son atelier de peinture, qui est aujourd'hui, donc, qui est ce bâtiment bleu Majorelle, qui est très célèbre aujourd'hui. Et c'est au cœur de ce bâtiment qu'a été créé le musée berbère du jardin Majorelle, il y a 2 ans et demi aujourd'hui. Et il faut préciser que Majorelle était un peintre dont l'intérêt portait principalement sur les imaziren. Oui, en tout cas, dès son arrivée au Maroc, il a été un des premiers à véhiculer cette imagerie berbère. Il a peint un nombre de paysages dans le Haut-Atlas, des Ksour, des Casbah. Il a également réalisé des portraits de berbères de manière très abondante. Après, il a voyagé un peu plus au sud en Afrique. Mais oui, il est un des meilleurs je dirais, illustrateurs de la vie berbère de ces années-là, des années 20, 30, 40 et 50. Et il y a d'ailleurs dans le musée berbère à Majorelle un tableau, un portrait de femme berbère réalisé en 1921 qui accueille le visiteur d'emblée dans le lieu. Il y a des œuvres de Majorelle ici où il n'a pas été possible de... Non, à Majorelle, ça faisait sens qu'on présente ce portrait parce qu'on est chez lui. Après, on n'a pas voulu faire trop de digressions dans cette exposition sur les femmes berbères parce qu'évidemment, l'exposition aurait pu être 10 fois plus grande. Après, on est contraint par cet espace qui n'est pas très grand. Il a fallu aller au sujet directement. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu montrer de tableau de Jacques Majorelle. On aurait pu le faire, mais ce sera sûrement l'objet d'une prochaine exposition. Alors, donc il faut ajouter que comme nous le disions au cours de la préparation de cette émission, tout est logique puisque Pierre Berger et Yves Saint-Laurent ont fréquenté Jacques Majorelle et en 1980, si je me souviens bien, ils ont fréquenté le jardin. Je ne sais pas s'ils ont fréquenté Jacques Majorelle, mais ils ont fréquenté le jardin parce qu'ils étaient voisins ils avaient une maison qui était, après avoir acheté une première maison dans la Médina, ils en ont acheté une seconde qui jouxtait le jardin, qui était à l'époque déjà ouvert au public, donc c'était des visiteurs fréquents du jardin. Et quand, en 1980, ils ont appris qu'il y avait un projet immobilier qui envisageait de détruire ce jardin, ils se sont portés acquéreurs du jardin, l'ont acheté et l'ont maintenu, ouvert au public, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais je vous ai coupé, vous non, posez une question. Et donc, c'est comme cela que ce lieu qui était le jardin et l'habitation qui était une propriété privée est devenu un musée dédié à la culture tamazight. Voilà, avec le jardin autour. Aujourd'hui, c'est géré, le terrain est propriété de la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent et administré par une fondation marocaine reconnue d'utilité publique qui s'appelle la Fondation Jardin Majorelle. Combien d'objets sont exposés dans ce lieu? À Marrakech, on présente 600 objets qui traitent de la culture berbère au Maroc, qui est très diverse, depuis le nord du Maroc, donc dans le Rif, le long des côtes méditerranéennes, jusque dans le Sahara.
Est-ce que ce lieu, c'est-à-dire que les objets sont, on modifie parfois les objets ou c'est une exposition qui présente de manière permanente les mêmes objets? Alors, c'est une collection permanente. On actualise. Pour ce qui concerne les textiles, pour de simples raisons de conservation, parce qu'on ne peut pas présenter des textiles de manière indéfinie, c'est mauvais pour le textile, ça décolore les fibres, donc on est obligé de les changer, c'est une bonne chose. Du coup, chaque année, on ferme temporairement à peu près 10 jours le musée pour changer l'intégralité des textiles qui sont dans le musée. Et du coup, on en profite pour mettre l'accent sur telle ou telle région qu'on aura peu traitée dans un accrochage précédent. Donc il y a quand même une activation qui s'opère tous les ans pour des raisons de conservation. Et on est content de montrer aussi la diversité des différents textiles, puisqu'on présente à peu près 20 mannequins. Et au Maroc, évidemment, on peut parler de beaucoup plus de modes vestimentaires qu'une vingtaine de... Alors évidemment, on s'attache à montrer les plus importants, les plus spectaculaires, mais on est content, à travers ce raccrochage annuel, de pouvoir réactiver, de montrer d'autres régions. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un musée qui a beaucoup de succès. Oui, en fait, le jardin était déjà beaucoup de succès. Il accueille 730 000 visiteurs par an. C'est un des lieux les plus visités du Maroc. Et le musée qui est en son sein a accueilli l'année dernière 130 000 visiteurs. On ne peut pas faire tellement plus, c'est un espace assez petit. Donc on est content, oui, il reçoit un accueil très, très enthousiaste. Donc c'est un lieu de visibilité, pour utiliser un terme à la mode, c'est un lieu de visibilité important et importanteux pour la culture amazigh. Tout à fait. Et je pense que c'était vraiment le souhait de Pierre Berger, que cette civilisation soit mise à l'honneur dans un lieu extrêmement visible et visité. Donc, pourquoi, selon vous, a-t-il paru nécessaire à Pierre Berger de faire ce musée? Pourquoi ne pas faire un musée sur la culture marocaine en général? Pourquoi spécifiquement à la culture tamazight? Parce que les musées sur la culture marocaine, ils existent déjà. D'une part, avant ce musée à Majorelle dédié à la culture berbère, Yves Saint Laurent et Pierre Berger a montré leur collection d'art islamique. Il y avait un musée d'art islamique qui a été ouvert au milieu des années 80 et qui est resté en place à peu près jusqu'au décès d'Yves Saint Laurent, il y a à peu près 6 ans aujourd'hui. Et donc il a souhaité accompagner une culture qui avait vraisemblablement besoin de plus de visibilité et surtout de créer un nouveau musée, voilà, dédié à une civilisation spécifiquement marocaine et plus que cela, une civilisation berbère. Donc c'est le premier dans son genre qui traite de l'intégralité des Berbères au Maroc. Est-ce que l'officialisation de Tamazight au Maroc a été un élément qui a permis en fait de faciliter la réalisation de ce projet, ou était-ce un projet que Pierre Berger et éventuellement Yves Saint Laurent avaient déjà à l'esprit, donc soit du temps du vivant d'Yves Saint Laurent, ou bien après la mort d'Yves Saint Laurent? C'est un projet de Pierre Berger auquel je n'en doute pas, Yves Saint Laurent aurait très vraisemblablement adhéré. Il n'y a pas eu de concertation avec des officiels ou quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose que Pierre Berger a senti. Il en a parlé. Il y a notamment une collectionneuse qui a cédé sa collection berbère à Pierre Berger, qui l'a encouragé dans ce sens. Et je pense que Pierre Berger l'a écouté. Il avait vraisemblablement senti que quelque chose arrivait, qu'il était temps de rendre hommage à cette culture. Et que tout ce qui est culture est aussi politique, et que Pierre Berger est un homme que la politique intéresse beaucoup. Donc très clairement, on ne s'est pas concerté, et c'est arrivé à peu près de manière synchrone. L'inauguration de ce musée correspond à peu près au moment où la mazirité a été reconnue comme une part essentielle de l'identité marocaine dans la nouvelle constitution, le nouveau préambule, le préambule de la nouvelle constitution du Maroc, adopté en 2011. Le projet, c'est à la fois un désir de préservation et de transmission. C'est le rôle d'un musée, c'est vraiment préserver, diffuser, transmettre. Donc c'est une mission qui nous incombe et qu'on essaie d'assurer le mieux possible. Et une question qui me vient à l'esprit à l'instant où nous parlons de préservation et de transmission, est-ce que vous, en tant que conservateur, vous avez constaté s'il y avait par exemple des gens réellement identifiables comme Amazigh, des gens qui viendraient des campagnes d'Amazigh qui seraient venus dans ce musée, oui, pour observer leur propre culture
Alors, on a toutes sortes de... On a mis en place des statistiques, donc on sait qui vient nous voir à Majorelle. Principalement, ce sont des étrangers, principalement des Européens, essentiellement des Européens d'Europe occidentale, donc des Français et des Britanniques, qui arrivent loin devant tous les autres visiteurs. Heureusement, nous avons des visiteurs marocains et on a un livre d'or que je consulte régulièrement pour savoir quel est le retour. Et c'est évidemment ces retours-là qui m'intéressent, soit des Berbères ou des Marocains qui ont émigré il y a longtemps en France et que de retrouver ces témoignages, ces objets émeut réellement, parce qu'on a vraiment parfois des déclarations d'amour et des témoignages très, très sensibles, très touchants dans le livre d'or. Après, moi, j'ai des retours par les uns et les autres. Je sais qu'il y a des visiteurs qui viennent de régions plus rurales au Maroc, parce que les gens que la culture berbère au Maroc intéresse, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas très nombreux, mais je les connais bien. Et donc, j'ai des retours de part et d'autre, parfois de régions très enclavées, où les gens se sont arrêtés à Marrakech parce que c'est une étape, en ont profité pour voir le musée berbère, et ont donné des retours auprès de certains de mes contacts, et qui me disent qu'ils sont très fiers de voir cette culture enfin mise à l'honneur dans ce musée, dans ce lieu à la visibilité extrêmement importante. Oui, c'est intéressant parce que le mode de vie de ces Imaziren au Maroc en particulier est très difficile, et il est toujours intéressant de voir de quelle manière quelqu'un qui vit dans cette culture, avec ses tenues, avec éventuellement ses tatouages, la manière dont il va voir ensuite sa mise en scène dans un musée. Est-ce qu'il comprend l'importance de sa propre culture? Il va lui-même participer à la valorisation de cette culture placée dans un musée? Est-ce qu'il va mépriser? C'est l'une des choses qui m'intéresse Alors moi, ce que j'ai senti, et notamment auprès de mes interlocuteurs, évidemment, je fais beaucoup de visites, j'ai même formé les guides de Marrakech à une meilleure connaissance de ce lieu, puisqu'on reçoit énormément de touristes, et c'est spontanément les guides de Marrakech qui sont venus me voir en me demandant, voilà, on aimerait une visite un peu, pas standard, mais que vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit, pourquoi vous avez décidé de montrer les choses de cette manière-là, pour pouvoir mieux les transmettre. Et donc moi, à chaque fois, je demandais aux guides, mais est-ce que parmi vous, il y a des Imaziren, d'où vous venez, de quelle région? Et je pense que peut-être que si j'avais posé cette question il y a 15 ans, dans un contexte qui n'aurait vraisemblablement pas été similaire, les gens auraient été moins enclins à me dire oui, moi je suis de telle région, ou alors je suis un peu berbère mais beaucoup arabe. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie fierté, d'autant plus quand ils sont dans ce lieu où vraiment la culture et les objets ont été montrés de telle sorte, on leur fait la part belle, ils sont montrés de manière très respectueuse, j'espère intelligible, compréhensible pour le visiteur, à la fois dans l'usage de certains objets, mais aussi il y a une salle des parures qui est tout à fait extraordinaire au musée berbère, et je pense qu'il y a une réelle fierté et un désir d'appropriation de ce lieu, et il est fait pour ça, donc je m'en réjouis. Il faut ajouter aussi un élément là vous concernant, vous-même, vous n'êtes pas seulement un commissaire d'exposition ou quelqu'un qui travaille pour une fondation, vous êtes vous-même né au Maroc, donc vous avez une relation immédiate, directe avec la culture marocaine et j'imagine avec Tamazirt en particulier. Oui, je suis né à Casablanca, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans et j'y suis retourné quasiment tous les ans depuis que j'ai quitté ce pays, ça fait assez longtemps maintenant. J'ai baigné dans cette culture qui est mixte. On a créé ce musée berbère, mais le Maroc est berbère, comme il est arabe, comme il est complètement mix. Et il y a des éléments de la culture berbère qu'on retrouve dans des centres urbains, une forme d'arabité dans d'autres lieux. C'est très difficile de dire ce qui est berbère, ce qui ne l'est pas. Quand on parle d'un musée berbère, on parle surtout d'un mode de vie rural, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce musée. Grandir au Maroc, c'est où qu'on soit, même dans des grands centres urbains, c'est vivre au contact de la berbérité au quotidien. Donc j'y suis sensible. Elle demeure d'après vous, parce que ce que vous dites est intéressant, parce qu'on comprend que la préservation, d'une certaine manière un peu mécanique, elle est de cette culture est rurale, et il est probable qu'en investissant le milieu urbain, ces Imaziren renoncent à une partie de leur spécificité,
une partie de leur particularité. Alors l'exode rural, le fait de se retrouver dans des milieux urbains avec des modes de vie modernes, forcément mène à une forme d'acculturation. En revanche, le patrimoine berbère et le patrimoine en général, il n'est pas simplement matériel. Là, on parle d'objets qu'on montre, qui parlent ensuite d'un patrimoine immatériel. Et le patrimoine immatériel chez les Berbères, c'est une manière de faire la cuisine, c'est une manière de se comporter, c'est une manière de parler. Et nécessairement, quand les hommes et les femmes se rendent en ville pour trouver du travail, parce que les modes de vie modernes l'exigent, ils transportent avec eux ce patrimoine immatériel. Donc ils le transmettent, ils l'échangent. À Casablanca, des rifins vont retrouver des soucis, et à travers une culture malgré tout commune, une forme de nouvelle berbérité peut exister. Et tout ça se mélange. Donc les traits de la berbérité, ils ne sont pas simplement à travers les objets, évidemment. C'est une forme d'identité à travers la langue qui évolue elle aussi, et qui a perduré malgré les vicissitudes que cette culture a connues. L'oralité, c'est très important, vous le savez, et elle s'est maintenue, cette oralité berbère, et aussi dans les centres urbains, aussi après la fin du protectorat, la modernisation du Maroc, l'exode rural. Lorsque je regarde les photographies du très beau catalogue que vous avez publié à l'occasion de cette manifestation sur les femmes berbères du Maroc, lorsque je regarde les tenues que vous exposez, suis-je en train de regarder le présent ou le passé ? Les deux, en général. Les deux. Il y a une permanence de... Alors évidemment, on regarde... Je ne sais pas si vous faites allusion à ces images des années 30 qui ont été réalisées par cet ethnologue et artiste français qui s'appelait Jean Besancenot et qui a eu accès à beaucoup de régions, de tribus, de confédérations de tribus qui n'étaient pas très accessibles à une période où ce n'était pas très simple non plus. Les Berbères ont été très résistants à la colonisation et au protectorat, pas simplement au Maroc, mais au Maroc aussi en particulier. Donc ça n'a pas été évident. En revanche, c'est un corpus d'images qui est tout à fait intéressant parce qu'il témoigne du port à la fois des vêtements mais aussi des parures telles que vraiment ils étaient portés. Alors est-ce qu'on parle du passé ? Évidemment, dans le cadre de ces images, on parle vraiment d'une époque qui est très clairement révolue. Les choses ont beaucoup changé aussi. Les savoir-faire, certains savoir-faire ont disparu. Quand on parle d'orfèvrerie au Maroc, on sait que les orfèvres étaient principalement juifs, judéo-berbères, itinérants. Les communautés judéo-berbères ont quitté le Maroc quasiment et intégralement aujourd'hui. Donc ces savoir-faire se sont perdus. En revanche, on retrouve les motifs aujourd'hui dans des tissages plus contemporains, des motifs, la permanence de ces motifs, à la fois géométriques, l'importance du triangle, les couleurs. Tout ça perdure et est réinterprété et réinvesti de nouveaux sens. De nouveaux sens dans des nouveaux supports, des nouvelles matérialités. On n'est plus tout à fait dans le même type de matériaux aujourd'hui. En revanche, cette identité, elle perdure. Et on retrouve évidemment des éléments du patrimoine matériel, de ces objets qu'on évoque, dans des manifestations beaucoup plus contemporaines ou des fabrications beaucoup plus contemporaines. Et c'est ce qui explique la force aussi de cette culture, cette façon de se réinventer et de perdurer. Et la rencontre qui justifie notre échange aujourd'hui porte sur tous les Imaziren du Maroc, où on a privilégié, pour des raisons esthétiques par exemple, certains groupes par rapport à d'autres. Il faut préciser, si je me souviens, il y a 4 groupes à peu près Imaziren au Maroc. Sont-ils tous représentés ou y a-t-il eu une sélection en liaison avec le projet ? Non, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Alors sur 200 mètres carrés, c'est pas évident. En revanche, on s'intéresse évidemment aux régions où les témoins matériels sont les plus évidents, les plus spectaculaires. Donc on présente différentes sections qui traitent du nord du Maroc, la région du Rif, puis le Moyen Atlas, qui est une région très riche quand on parle des tissages notamment. Puis la région du Souss, autour d'Agadir, Taroudant, où là le travail, l'orfèvrerie est vraiment spectaculaire. L'anti-atlas, les tissages là encore sont importants. Le travail du henné aussi, les teintures au henné, les textiles. La région du Sirois, où la confédération Haït Waouzgit, qui est une tribu tout à fait importante dans les témoins matériels qu'elle a pu transmettre. Je pense là en l'occurrence à l'orfèvrerie, au textile.
et à la broderie également. Donc non, on présente vraiment, je pense, un panorama assez exhaustif des productions berbères au Maroc. Alors, il faut préciser que cette exposition comporte, effectivement, vous l'avez dit en résumé, de la poterie, du tissu, des tapis, des tenues, de la photographie. Oui. Des bijoux. Des bijoux. Beaucoup. Il y a une vitrine qui est dédiée à la cosmétique aussi parce qu'elle est importante, la cosmétique chez les femmes. On présente des boîtes à Cole, par exemple, même une pierre de Cole. On évoque à travers ces images dont vous parliez le tatouage qui s'est éteint presque totalement aujourd'hui au Maroc, puisque les femmes, notamment dans l'anti-atlas et dans le moyen atlas, les femmes étaient tatouées. L'islam proscrivant l'usage du tatouage, c'est vrai qu'on lui préfère aujourd'hui le henné, qui est temporaire. Donc ces marques tégumentaires sur le corps des femmes et le visage. Donc il est question à la fois de la cosmétique, de la pratique des savoir-faire et évidemment de l'apparat et de comment on se représente au monde en fonction de tous les codes à la fois apportés dans le port des bijoux, le port des textiles, en disant voilà, moi je suis de cette région, je suis de cette tribu. Et c'est très important l'identification à travers le port des textiles et des bijoux chez les Berbères en général et chez les Berbères du Maroc en particulier. Oui, donc cela est développé par certains des contributeurs. Nous allons en reparler dans quelques instants, je l'espère. Il faut bien comprendre évidemment que la manière dont ces femmes s'habillent, dont elles se maquillent, sont des indicateurs de civilisation. Rien n'est gratuit, tout a du sens par rapport au statut social, par rapport à la tribu d'appartenance, par rapport au désir éventuellement, lorsqu'on a un tatouage, d'éloigner certains types de maladies, par rapport aux noces, etc. Tout a un sens, tout est ritualisé. Tout est ritualisé, rien n'est gratuit, même les objets les plus... j'allais dire les plus quotidiens, ou même les outils, par exemple, de tissage, sont décorés parce que la pratique du tissage revêt de quelque chose de sacré chez les Berbères et chez les femmes berbères. Et vous le disiez, la manière de porter tel textile ou tel bijou a un sens. Alors après, l'interprétation des symboles qu'on retrouve à la fois sur les textiles et après dans la forme et la matérialité des objets, leur interprétation est toujours un petit peu délicate. En revanche, on sait que c'est toujours lié soit à la baraka, donc à cet afflux bénéfique qu'on attire sur soi et sur sa famille. Alors soit donc l'idée d'attirer cette baraka ou de se protéger. Donc il y a une réelle volonté de porter des éléments apotropaïques, on dit, ou prophylactiques. C'est vraiment l'idée de la protection parce que ce sont des gens, des tribus qui évoluent parfois dans des milieux qui ne sont pas naturels, qui sont durs, qui sont âpres. C'est une vie qui n'est pas facile et donc qui prête vraisemblablement à des superstitions. Et il est question de se protéger soi-même et de protéger aussi sa descendance, sa famille, sa tribu, son clan. Donc tous ces éléments, à la fois les formes mais aussi la matérialité, les amulettes, les matérialités des bijoux, attirent à la fois cette protection, et cet afflux bénéfique. De cela, l'exposition rend très bien compte, parce qu'en voyant ces objets, même comme vous le disiez, même les plus anodins, on prend conscience qu'ils sont tous investis de spiritualité, qu'ils sont animés d'un désir de tirer vers soi, évidemment, la bienfaisance, les actes bénéfiques de ce en quoi croyaient nos ancêtres. Oui, et je pense que la scénographie contribue aussi à cela. L'éclairage est on est dans un univers très théâtral, très sombre. Les objets sont vraiment magnifiés dans la manière dont ils sont à la fois soclés, présentés, mais aussi éclairés. Et c'était une réelle volonté d'apporter cet aspect un peu magique, poétique, en plus de ce que les objets expriment eux-mêmes, mais de contribuer avec cette scénographie à présenter ces objets dans cette atmosphère. Oui, c'est ça. Il faut préciser que l'exposition est couverte par un ciel étoilé, un ciel nocturne étoilé qui, j'imagine, essaye de reproduire le caractère sublime des paysages que l'on peut voir
des paysages débarrassés de la pollution urbaine, etc., que l'on peut voir dans certaines contrées du monde, en particulier certaines zones au Maroc. C'est vrai que les ciels au Maroc, la nuit en milieu rural, pour nous qui vivons dans des centres urbains denses, quand on arrive au Maroc, il suffit de pas aller très loin, hein. Vous allez à 15 km de Marrakech la nuit, c'est peut-être une des premières choses qui nous frappe, c'est la clarté du ciel, ces étoiles. Et c'est ce qui a marqué vraisemblablement le scénographe de l'exposition, Christophe Martin, qui a reproduit ce ciel étoilé tel qu'il existe aussi dans le musée Berbère, dans la salle qui est dédiée aux bijoux, dans le musée Berbère du Jardin Majorel. Donc il y a une ligne aussi. On voulait assurer cette ligne, pas simplement en termes de programmation, mais aussi en termes de scénographie, voilà, d'assurer une ligne esthétique qui soit fidèle à ce que nous montrons à Marrakech au Jardin Majorel. Deux choses m'ont frappé, particulièrement en lisant le catalogue de l'exposition et en ayant regardé rapidement le contenu immédiat dans le musée. D'abord, s'agissant des bijoux, ce qu'il est très intéressant d'observer, c'est la continuité culturelle entre le Maroc et, par exemple, les zones plus à l'orient du Maroc, comme la Kabylie ou l'Aurès. On a vraiment, quand on regarde un certain nombre de bijoux, on voit les similitudes, les points communs, on voit aussi bien sûr les différences, et c'est très bien comme ça, entre ces différentes cultures. Donc une nouvelle fois, en fait, nous avons une confirmation de la cohérence et de l'unité de ces cultures berbères qui sont en réalité, qui se rapportent sans doute à une culture plus importante. Ah oui, je vous le confirme. On parle d'une même civilisation. Quand on parle de la Kabylie, quand on parle d'une région beaucoup plus éloignée du Souss, on parle des mêmes peuples, du même peuple. Et il y a nécessairement des diversités stylistiques dans le traitement, par exemple, de la fibule, qui est un point commun qu'on retrouve à peu près chez tous les berbères, les femmes drapent leurs robes, les accrochent. Grâce à ces fibules, elles ont un traitement qui diverge suivant les régions, mais il y a cette permanence de la fibule qu'on retrouve aussi en Kabylie et également dans à peu près toutes les régions du Maroc. Donc je ne suis pas étonné que vous y voyez des similitudes, on parle de la même civilisation. Alors le deuxième point, c'est celui de la poterie. Il est vrai, donc les observateurs, les connaisseurs, les amateurs de la poterie nord-africaine connaissent principalement deux genres, la poterie de l'Aurès et surtout la poterie kabyle. Et là, donc, c'est l'occasion pour les visiteurs, et j'espère qu'ils seront nombreux à cette exposition, de découvrir de la poterie des Imazirones du Maroc. Oui, c'est vrai que la poterie algérienne kabyle et de l'Aurès est très spectaculaire. Elle est plus sophistiquée que la poterie marocaine, qu'on trouve la plus intéressante, enfin la plus sophistiquée, on va dire, se trouve principalement au nord du Maroc, dans le Rif. Donc le répertoire décoratif est à peu près géométrique, à peu près le même qu'en Algérie. En revanche, le traitement des engobes est plus simple. On a une série de poteries superbes qui nous est prêtée par le musée du Quai Branly, qui est un des prêteurs très importants de cette exposition, le musée du Quai Branly à Paris. Et c'est l'occasion de découvrir cette poterie qui est très fine, très fragile, que j'aime personnellement beaucoup. Évidemment, puisqu'on traite des femmes berbères du Maroc, il n'était pas question de montrer de poterie algérienne, mais j'aurais grand plaisir à pouvoir la présenter un jour, parce qu'elle est, comme vous le disiez, elle est très réputée, très connue chez les amateurs du monde et de la culture berbère. Oui, il faut rappeler que le Quai Branly a consacré à la poterie amazigh une exposition il y a quelques années, quelques années, voilà, Avré, si je me souviens bien, c'était le titre de l'exposition. Qui, une fois encore, sont réalisées par les femmes, ces poteries. C'est ça. Alors, avant de parler des contributeurs, une chose, s'agissant de la manière dont vous avez monté l'exposition, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si je dois dire que cette image m'a choqué, surpris ou m'a paru étrange, c'est le fait de voir des mannequins habillés parés des bijoux et habillés de ces tenues imazirantes traditionnelles. Et je voulais exprimer tout à l'heure, je vous ai dit, il me semblait il manquait quelque chose, c'était le visage de ces femmes. C'est-à-dire que c'est une exposition qui est consacrée aux femmes,
elles sont présentes à travers la photographie. Oui, j'allais vous le dire. On voit beaucoup de femmes en elles photographie. sont pas présentes, mais je comprends bien qu'on ne peut pas payer des mannequins en permanence pour les bijoux. Mais ça a suscité, je trouve, une observation intéressante de votre part. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi. Vous parlez là des films qu'on a réalisés à Marrakech, parce que il était important pour nous de réaliser ces films avec les textiles et les bijoux portés en situation, puisqu'après dans les différentes sections, on les présente à plat, et les textiles berbères, la plupart du temps, en tout cas les vêtements de femmes, sont souvent des robes qui font 5 mètres de long sur 1 mètre 40 à 50 de large. Donc quand on les déploie, c'est certes intéressant de regarder la qualité du tissage, mais on ne comprend pas l'usage, on ne comprend pas comment c'est drapé. Donc pour pallier à cela, on a réalisé des films en filmant des mannequins habillés de ces robes qu'on représente après dans les vitrines. Et donc vous me disiez, mais pourquoi vous n'avez pas filmé ces mannequins avec des femmes, des vraies femmes ? Alors, on y a pensé, c'est ce que je vous ai dit alors. On y a pensé, en revanche, mettre un visage sur un mannequin qu'on présente, c'est identifier, c'est dire voilà, c'est ça la femme berbère. Et le principe chez les berbères de manière générale, c'est la diversité. Et vous avez des femmes berbères qui sont noires, d'autres qui sont blanches, d'autres qui ont tel ou tel trait, donc qui nous a semblé opportun de rester neutre et de présenter, de mettre surtout à l'honneur le textile et les bijoux. Après, vous avez des visages de femmes qui sont tout à fait incarnés dans la première salle de l'exposition, avec ces images de Jean Besancenot dont on parlait tout à l'heure, et qui montrent aussi la diversité des types de femmes qu'on peut trouver au Maroc, depuis le nord jusqu'au sud. C'est pour ça que nous avons utilisé des mannequins. Et c'est beaucoup plus facile de filmer un textile immobile que sur une femme qui porte un textile, même si on lui dit de ne pas bouger, ce ne sera pas la même chose. Voilà, donc ce n'est pas du tout. Donc je vous explique pourquoi on a fait ça. Voilà. Ce n'est pas du tout de la misogynie, un désir de chosifier la femme amazienne. Pas du tout. Cette exposition est tout sauf misogyne. Bien sûr, non, c'est une plaisanterie, bien évidemment. Alors, parmi les éléments très importants de cette manifestation, outre évidemment la qualité de la collection qui est remarquable, c'est la qualité des intervenants. Alors, il faut signaler qu'il va y avoir une série de rencontres. Alors, je vais donc citer à l'attention de nos téléspectateurs le programme autant que possible exhaustif qui va donc se dérouler là, le jeudi 17 avril. Donc, il y a Salima Nadji qui fera un exposé très intéressant donc, sur les rites de passage entre pratique rituelle et prophylaxie, la permanence de certains rites. C'est un article que j'ai lu qui est dans le livre, dans le catalogue et qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc j'espère qu'elle reproduira texto ce qu'elle a écrit. Parce oui, que un peu plus incarné. C'est quelqu'un de très incarné qui fait partie de notre comité scientifique avec laquelle on a beaucoup travaillé. Et qui a fait un excellent livre donc, consacré à l'architecture berbère. Un livre qui est disponible en France, qui est coédité en France. On peut le trouver même ici en France. À la Fondation. Il y aura aussi vous-même, vous êtes présent le 6 mai avec Christophe Martin, le scénographe de l'exposition. Voilà, donc vous allez parler, j'imagine, du jardin Majorelle. On va parler du jardin et du projet du musée berbère et de ce lien avec cette exposition et cette volonté de mieux faire connaître la culture berbère, pas simplement au Maroc, mais aussi en France. Et l'exposition est itinérante d'ailleurs, puisqu'elle sera présentée dans le Golfe l'année prochaine. Et puis ensuite, elle revient à Rabat, à la Bibliothèque nationale du Maroc. Donc l'idée c'est d'expliquer comment à partir de ce musée, on envisage de mieux faire connaître cette culture. Le mardi 3 juin, donc, il y aura un artiste très important, c'est Titouan Lamazou, qui a participé d'une certaine manière à l'exposition. Il avait vécu chez l'Aïd Bouguemez dans le Haut-Atlas il y a une trentaine d'années, il y a passé 1 an, et il a publié un livre à l'issue de ce séjour. Et on lui a demandé, au mois de décembre dernier, de retourner chez l'Aïd Bouguemez et de confronter ces 2 témoignages. Voilà, son expérience qu'il avait vécue il y a 30 ans et qu'est-ce qui s'est passé depuis dans cette vallée reculée d'Aïd Bouguemez. Alors, il faut préciser que Titouan Lamazou, effectivement, est quelqu'un qui connaît très très bien le Maroc. Il a fait paraître au moins, je crois, 2 ou 3 livres autour de son expérience chez les berbères marocains, livres de photographie et de dessin. Donc, il faut préciser que c'est un grand voyageur, un grand photographe et artiste en général. Il y aura aussi donc une collectionneuse, Sarah Assidon-Pinson, le 26 juin. Voilà, elle parlera d'une collection, celle qu'elle a assemblée tout au long de sa vie. C'est une femme qui est née à Agadir et qui a collectionné depuis
sa plus tendre enfance, si réellement. Je crois qu'elle a acheté sa première paire de fibules, elle avait 15 ans, qui viendra parler de cette collection et en quoi les bijoux sont importants dans l'identité, enfin pour l'identité, la transmission de l'identité chez les Berbères. Et elle a donc grandi dans une région qui est très importante en termes d'orfèvrerie, puisque c'est la région du Souss, et qu'elle est originaire d'Agadir. Et il faut dire aussi toujours dans ce catalogue qui est vraiment très, très bien fait, qui est de grande tenue d'un point de vue du contenu. Il y a aussi de grands spécialistes de la culture tamazight du Maroc comme Claude Lefébure, je ne sais plus où se trouve Oui, et je crois que c'est un article en collaboration sur l'art textile des Imaziren, donc un article qu'il a rédigé avec Françoise Cousin. Il y a aussi élément très intéressant, nous en avons parlé tout à l'heure en préparant l'émission, c'est le fait aussi de demander à des intervenants non francophones de parler de cette culture, parce que nous le disions, nous tous qui vivons en France pour des liens historiques, nous pensons que les francophones, les Français ont une forme de légitimité intellectuelle à parler des Imaziren. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a des Allemands, il y a des Néerlandais et il y a des anglo-saxons qui s'intéressent aussi à ces cultures. Tout à fait, et on parle aussi au musée, on ne parle pas simplement aux francophones. Et l'idée, c'était évidemment d'inviter des spécialistes outre-Atlantique, parce qu'on a aussi beaucoup de Britanniques, mais d'Américains, qui viennent visiter le jardin et qui s'intéressent vraiment à cette culture qui est très éloignée d'eux. Évidemment, en France, on a un rapport naturel, historique avec le Maghreb et avec la berbérité. Et je pense que tous ces visiteurs, ces gens qui viennent d'un peu plus loin, ont réellement un intérêt profond à cette culture qui leur est méconnue. Le catalogue que vous avez édité, il est également disponible. Il est disponible, d'après ce que j'ai compris, en anglais. Il y a deux versions. Il y a une version française, une version anglaise, et il est disponible en France, il me semble, dans les librairies, évidemment à la Fondation ici. L'éditeur est Arlis. C'est une coproduction avec la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent et la Fondation Jardin Majorel à Marrakech. Pierre Berger et Yves Saint-Laurent par extension, la collection qu'ils ont achetée, elle comporte à la fois et des objets, mais aussi des peintures et des photographies où elle s'était exclusivement tournée vers les objets. Non, on sont principalement des objets. Après, il y a j'évoquais tout à l'heure cette peinture de Jacques Majorel. On a quelques peintures, quelques lithographies de Jacques Majorel, parce que c'est logique dans ce lieu. Et évidemment, des photographies d'époque, notamment un fond important, enfin relativement modeste, mais très important en termes de qualité, de Jean Besancenot, dont on parle dans cette exposition. Et après, on constitue aussi une bibliothèque importante. Un jour, je sais que Pierre Berger aurait le souhait de donner un accès restreint, évidemment, aux chercheurs, à cette bibliothèque berbère que je suis en train de constituer pour Majorel. Donc à Marrakech. À Marrakech. Marrakech. Oui, là, vous nous donnez une information très importante. Donc, je le répète, l'idée d'une bibliothèque consacrée à la culture tamazight à Marrakech. Oui. J'imagine une bibliothèque dans toutes les langues, puisqu'il y a des parutions. Oui, bien sûr, dans toutes une bibliothèque universelle. Universelle, voilà. Bon, elle n'est pas ouverte, je le précise tout de suite, elle est en cours de constitution, mais l'idée à terme, c'est évidemment de la rendre accessible aux chercheurs principalement qui s'intéressent à ces questions. L'acquisition de volumes a déjà commencé, si je comprends bien. Bien sûr, oui. Vous espérez avoir combien de volumes ? Je ne sais pas, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, on est à peu près autour de 600, 700 ouvrages, mais après, il n'y a plus de limite. Ce qui est très peu. Mais il y a eu énormément de choses qui ont été publiées sur les Berbères au Maroc, des gens qui sont vraiment tombés amoureux de cette culture. Je pense à la littérature coloniale, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, il y a tous les ouvrages, les dictionnaires entre les différents parlers, les études qui ont été menées pendant les années 30, 20, 30, 40, 50 au Maroc sont très importantes. Il y a eu un moment où ça s'est un petit peu raréfié, et heureusement aujourd'hui ces études reprennent, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont été produites, et on sera content le jour où on aura constitué un fonds suffisamment important
de le rendre accessible aux chercheurs. Oui, il faut préciser, il y a à la fois des rééditions d'auteurs des années 20-30, Oui. parfois du 19e siècle, Mhm. mais aussi évidemment aujourd'hui, il y a une génération de chercheurs autochtones ou de chercheurs internationaux qui renouvellent et qui développent les recherches initiées au 19e siècle, soit par les administrateurs coloniaux, soit par des ethnologues, etc. Oui. S'agissant de la Fondation Pierre Berger, il y a un élément intéressant aussi, je trouve, à ajouter, c'est que l'exposition que nous avons aujourd'hui et qui est consacrée aux Imaziren, elle fait suite aussi à des expositions autour de grands artistes ici, et parfois d'autres cultures, comme le Tibet par exemple, ou la culture indienne. Je crois qu'il y a eu une exposition autour des Maharajas. Oui, des Maharajas. Donc il s'agit bien, il faut, je pense, expliquer à nos téléspectateurs qu'il s'agit vraiment d'une disposition d'ouverture vers l'universel à travers cette culture tamazight. Cette exposition participe à une ouverture sur la modernité et sur d'autres cultures traditionnelles. Tout à fait, c'est le principe de programmation de la Fondation. Il est question souvent d'expositions liées à Yves Saint-Laurent, évidemment, mais aussi à tout ce qui a trait à l'univers de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent. Là, c'est évident pour le Maroc, parce qu'évidemment, tout le monde, les gens savent l'attachement qu'a Pierre Berger et qu'avait Yves Saint-Laurent au Maroc. Maintenant, il y a eu des expositions aussi sur le costume russe, la Russie ayant beaucoup intéressé Yves Saint-Laurent, quand on pense au défilé de 1976 sur les ballets russes. Donc oui, il y a une réelle volonté d'ouverture et de mieux faire connaître des civilisations qu'on aurait tendance je dirais pas à peu montrer, mais en tout cas, pour ce qui concerne les Berbères, c'est un fait. Je pense que c'est une première du genre à Paris. Avec un tel rassemblement de pièces importantes en termes de textiles et de bijoux pour la première fois ici. Oui, et j'insiste vraiment sur le fait qu'il y ait ce lien entre des cultures traditionnelles comme la culture du Tibet russe et berbère, mais aussi l'exposition de photographes ou de stylistes contemporains. Donc il y a véritablement la rencontre de la contemporanéité, de la modernité et de ces cultures que l'on pourrait qualifier d'ancestrales. Oui. Dernier élément, donc je rappelle que la première manifestation qui aura lieu ici, évidemment l'exposition est permanente jusqu'au mois de juillet. Donc la première manifestation qui aura lieu, c'est le jeudi 17 avril. Salima Nadji qui parlera donc des rites de passage. En fait, elle évoquera les noces, tous les rites qui sont liés aux négociations nuptiales, aux préparatifs du mariage, des noces, etc. Donc c'est un sujet extrêmement intéressant. Ça sera le 17 avril, je n'ai pas l'heure. 19h. À 19h, voilà, il suffira de regarder sur Internet parce que donc, le dossier de presse de l'exposition est disponible sur Internet. Il suffit de taper Femmes berbères Maroc, Pierre Berger Fondation et vous l'avez. Merci beaucoup de nous avoir accordé beaucoup de votre temps alors que vous êtes très pris. Merci beaucoup. Merci à vous. Souhaitez-vous dire un dernier mot autour de cette exposition et du musée Majorelle Autour de cette exposition, très clairement, je pense que si on a fait cette exposition aussi à Paris, c'est pour parler aux Berbères d'origine, enfin aux Berbères ou aux Français qui sont d'origine berbère et qui ont peut-être perdu un peu le lien avec cette culture. Donc je ne saurais trop les encourager à venir vraiment. C'est aussi pour eux que cette exposition a été réalisée, que Pierre Berger l'a voulu. Donc venez redécouvrir vos racines. Merci, et moi-même j'insiste vraiment sur le caractère exceptionnel et même sublime de cette manifestation. J'exhorte tous les téléspectateurs de BRTV à venir regarder, admirer les objets et les photographies qui sont exposées dans cette manifestation. Björn Dahlström, Fenmir Thamqorant, article Jaya Telwith.